Seulement les marchands de fusils, c'est même pas vrai, car tout le monde attend l'armistice avec impatience. Pour se payer du content et faire le galant. Oh baby boo, oh baby boo, oh baby boo, oh baby Alors, la dernière saison, je crois que je suis en limite de compétences. Il faut que j'entraîne 4 fois par semaine. Je continue à avoir le rôle, entre guillemets, de directeur sportif. Et donc, je m'occupe des jeunes, je m'occupe de l'équipe première. Les filles commencent à bien fonctionner. Donc, on a des ambitions pour le club. Et je n'ai pas assez de disponibilité. C'est-à-dire que je n'ai pas assez de temps pour me former. Je n'ai pas assez de temps pour réfléchir à mon activité. Et à un moment, les joueurs en demandent plus. En fait, on était dans une période justement de transition. Et ça ne matchait pas. Ça ne matchait pas entre les joueurs et le staff. Il y a des joueurs qui ne jouaient pas à leur place. Il y avait des ambitions, mais on sentait qu'on ne pouvait pas y aller en suivant ce chemin. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Moi, je crois que je suis dans la période où on passe du sport des copains au sport de compétition, avec une grosse structuration et surtout avec un apport de la ville extrêmement important, c'est-à-dire un apport en moyens, un apport en humainement très important. Et puis là, après, on passe au sport professionnel. Je n'étais pas préparé pour passer au sport professionnel. Je crois que je n'étais pas prêt à ça. Quand Alain Niquez a cessé d'entraîner, c'est Sead Hasanefendic qui est arrivé. Sead était résident suisse, donc il venait qu'une partie de la semaine pour suivre les derniers entraînements et toute la semaine d'entraînement était faite avec Chirianti. En fait, je suis arrivé au moment où le club était dans une période de transition. Il y avait eu des personnes avant, qui sont Alain Niquez, Tonio Ruiz, qui avaient déjà permis au club de se structurer, d'évoluer. Mais je pense que c'était une fin de phase. Et c'était aussi une période dans le sport français, l'arrivée de l'argent, tout ça, etc. C'était, on va dire, début des années 90 ou fin des années 80, où vraiment, là, il y avait... Soit on restait buté sur un amateurisme pur, soit on se disait que de toute façon, on allait aller vers le professionnalisme. Quand il y a eu ce coup de téléphone de Jean-Claude Tapie, il m'a dit, voilà Thierry, je te propose de prendre l'équipe 1. Je lui ai dit, ah ouais, je lui ai dit, il faut que je te donne une réponse quand? Il m'a dit, je ne sais plus, il a dû me dire, je te laisse 1 heure. C'était le type. Et je crois que j'ai rappelé 10 minutes après. La dimension qui manquait au handball français, c'était une dimension internationale. Or, pour avoir cette dimension internationale, alors avec tout ce que ça comporte, professionnalisme, des méthodes différentes, une mentalité différente, etc., il fallait quelqu'un d'extérieur, voire de haut niveau extérieur. Michel Pinon est arrivé depuis Paris, à l'avion, Nice et tout transpiré avec les lunettes un peu là. Et il arrive dans un restaurant, j'étais avec la famille, avec ma femme. Il dit, vous êtes Sead Hasanefendic? J'ai dit oui. Alors, je suis Serge Pinon, j'aimerais que vous entraînez mon équipe. J'ai dit, attendez, asseyez-vous, regardez, il fait chaud, prenez quelque chose à boire et tout. Parce que pour moi, quand on parle d'handball, pour moi, c'est la vie. L'arrivée de Sead a, à mon avis, correspondu à une certaine professionnalisation du club. C'est grâce à lui que j'ai pu atteindre le haut niveau. Et c'est Hasanefendic qui m'a, lui, appris ce qu'était le métier de handballeur, le travail, l'abnégation, le sacrifice, tout ça, c'est lui qui m'a appris. La première mi-temps des joueurs de Thierry Anti et Sead Hasanefendic est de haute qualité, 15 tirs tentés, 14 réussis. On est là, au centre commercial de Créteil, réunis autour de la table, avec Sead Hasanefendic, Jean-Claude Tapie, Serge Pinon et tout. Et en fait, on pense déjà à changer l'équipe pour l'année d'après. On n'a droit qu'à un seul étranger. Jean-Claude m'a demandé, Sead, alors, qui est pour toi le meilleur joueur du monde? J'ai dit 1000. Et alors, fais-le y venir. Alors Jean-Claude Tapie, il regarde Sead Hasanefendic, il lui dit Milizakovic. Il dit non, il vient de signer en Espagne, à Malaga, ou je sais pas où. Ah non, téléphone-lui. Avec lui, on s'est rencontrés. Et on a parlé et tout ça. Et quand il est venu la question, alors, paiement, etc.,
Mile a dit quelque chose où j'ai dit, parce que je devais traduire, j'ai dit Jean-Claude, comment dire, si tu me demandes est-ce qu'il veut chez nous, j'ai dit non. Par rapport de l'argent que Mile a demandé dans cette période. Et comment dire, Jean-Claude a dit, réfléchis 3 secondes. Il dit, Sead, mais je te demandais, qui est pour toi le meilleur joueur? J'ai dit, lui, il est le meilleur joueur. Alors, s'il est le meilleur joueur, dis-lui que c'est bon. Jean-Claude Tapie, le transfert de Milizakovic, vous l'avez traité de quelle manière? Si vous voulez, en fin d'année dernière, il fallait absolument qu'on se renforce. Pour ça, on s'est réunis entre Sead Hasanefendic, Thierry Anti et moi-même. On a essayé de chercher l'homme capable de renforcer notre ligne avant. Et puis, bien sûr, le premier des noms a été Isakovic. Mais difficile à avoir, puisque à l'époque, c'est toujours, je pense, le meilleur joueur du monde. Quand on a su que Millet arrivait à Créteil, le commun des mortels qui connaissait un peu le handball, c'était Michel Platini. On a parlé de Messi, mais c'était un magnétiseur du haut niveau. C'était un mec qui avait tout gagné, champion olympique, champion du monde, meilleur ailier gauche. Et dans les années 80, 86, etc. Donc c'était un surdoué. Et lui, quand il est arrivé, déjà, le premier entraînement, on a fait un football, on a tout compris. Il savait jouer au football. On a joué au basket, il savait jouer au basket. On savait jouer au hand, il savait nager, il savait tout faire. Il a des qualités physiques, je dirais, extraordinaires, parce qu'il n'est pas très gros, pas très grand, mais il est très très tonique. Ça allié avec le fait qu'il soit, on pourrait dire, joueur, c'est-à-dire qu'il aime bien essayer de piéger celui qui est en face de lui, que ça soit à l'entraînement avec nous quand on fait des petits jeux, que ça soit contre les adversaires en défense. Et je crois que tout ça combiné, ça fait qu'il est extraordinaire. Il vous apporte énormément d'expérience, quoi. Et puis sur le terrain, c'est un leader, quoi. Déjà, lui, il avait été champion d'Europe, il avait gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, il était champion olympique. Puis c'était surtout un magicien avec le ballon. Millet, il sort des gestes extraordinaires. Voilà, c'est des joueurs très au-dessus de la moyenne et des gestes que tu n'as jamais vus. D'où il sort ça? D'où il sort ça? Donc c'était un joueur qui, dans sa position excentrée, arrivait à faire des trucs incroyables. Mais il pourrait jouer n'importe quelle place. Il pourrait jouer demi-centre, arrière gauche, arrière droite, l'ailier droite, pivot. Il pourrait jouer tout ce que vous voulez. Même gardien, si tu le mets, peut-être il n'est pas mauvais. Isakovic qui pose énormément de problèmes à l'attaque. S'entraîner au quotidien avec un joueur comme Millet, ça nous fait grandir individuellement et ça nous fait grandir aussi collectivement. Et c'est sûr que ça a été Monsieur Plus à chaque fois, sur chaque sortie en championnat ou sur chaque sortie européenne. Et ce qui nous a permis aussi, encore une fois, d'être beaucoup plus compétitif qu'on n'aurait pu l'être s'il n'avait pas été là. Toute l'équipe a progressé. Moi, j'ai eu le sentiment, en un an, de gagner 10 ans d'expérience. Ouais. Au contact de Millet. Vos coéquipiers disent que vous êtes parfaitement adapté et puis surtout que vous leur parlez beaucoup, que vous leur apportez beaucoup par votre expérience. Ah oui, pour moi, c'est normal. Parce que si quelqu'un joueur, il a beaucoup d'expérience et il doit beaucoup parler avec tous les autres. Pour moi, c'est normal. Si, par exemple, si quelqu'un joueur, il ne marquait pas le but, s'il fait le faute pendant le match, il sait comment il a fait le faute. Et tu dois le dire quelque chose. Ok, c'est pas grave, on y va, continue seulement comme ça. Ça a été une révélation, parce que Millet est arrivé avec tout son bagage, tout son palmarès, tout ce qu'il pouvait amener, lui, de l'équipe à l'époque de Yougoslavie. Et ça a été pour lui une révélation et puis un moyen de progresser aussi, parce qu'il a appris vraiment énormément d'autres choses aussi avec lui. Philippe était aussi très compétiteur. Lui, il avait aussi la compétition. Il est très affectif, mais très compétiteur aussi. Et en fait, lui, ça a été un défi de s'entraîner avec Millet. Il prenait toujours un malin plaisir à toujours être dans les groupes où n'était pas Millet. Il était toujours dans le groupe opposé à Millet parce qu'il disait non, moi je veux aussi le battre. C'est un joueur une personne qu'il avait beaucoup appréciée en fait. Par contre, Créteil a l'avantage d'avoir un super joueur, Isakovic. On commence à voir que le club a changé, que le président de chez nous, c'est le frère du président de Marseille, qu'on commence à voir les tenues les mêmes que Marseille, que les grands joueurs qu'on voyait dans les compétitions européennes, mondiales, etc., les championnats du monde, ils commencent à arriver sur Créteil. Donc on voit effectivement que là, on a basculé dans une autre dimension. Oui.
La grosse déception sur cette transition du sport amateur, copain-copine, au sport structuré, compétition de haut niveau qu'on a quand même mis en place, et ensuite le sport professionnel. Moi, mon gros regret, c'est le choix. Toujours le choix. On fait une équipe masculine au détriment d'une équipe féminine. Oui, alors c'est dommage, parce qu'avec les filles, ça marchait bien aussi ici. Hein. Il y avait une bonne relation, mais le problème, c'était pas seulement un problème de l'US Créteil, c'était un problème dans d'autres clubs parisiens et des clubs aussi de province. C'est qu'à l'époque, dans cette évolution qu'avait le handball, notamment vers le professionnalisme, c'était trop difficile d'avoir 2 sections. C'était très difficile, voire impossible. Il y en a qui ont d'ailleurs disparu à cause de ça. Donc il y a certains qui ont fait le choix de ne garder qu'une section, les filles ou les garçons. Et c'est vrai qu'il y a eu ce sujet-là ici, et que finalement ce sont les garçons qui sont restés. Juste une anecdote sur cette année-là, 88-89. On est en début de saison, et comme en début de saison, il y a un discours de l'entraîneur, qui était Thierry Anti. Et Thierry donne tout le planning de la saison, en disant voilà, telle journée, telle journée, telle journée, et je vous donne les dates de la Coupe d'Europe. Bon, quand tu es français et que tu joues en Coupe d'Europe, en général, tu regardes le premier tour, le deuxième tour, et puis après, tu peux planifier tes vacances. Et lui, il dit, et tel week-end, il y a demi-finale là, et puis 6 ou 15 mai, je ne sais plus, il y a la finale de la Coupe d'Europe. Et nous, enfin, je me rappelle, être à côté de Patrick Laffont. On a fait, ouais, qu'est-ce qu'il raconte, pour qui il se prend, quoi.